Bien, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur cet atelier dédié au Ghana et à ses opportunités d'investissement. Je m'appelle Yves Battesti, je suis chargé de développement export au bureau régional de BPI France en Afrique de l'Ouest, qui couvre donc l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et je suis plus spécifiquement chargé du Ghana et du Nigeria. Alors pour cet atelier, j'ai le plaisir d'accueillir John Maouli Ababio. John, vous êtes chairman de PCM Capital Partners, fonds d'investissement présent en Afrique de l'Ouest. Vous êtes également board member de Total Energy Ghana et président de l'Alliance française au Ghana. Bienvenue parmi nous et merci de votre présence. Merci beaucoup. Nous accueillons également Olivier Martiel, chef du service économique près l'ambassade de France au Ghana. Bienvenue parmi nous, Olivier. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et bien sûr, Armel Saejan, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie France-Ghana, qui a entre autres pour mandat de renforcer les courants d'affaires entre les sociétés françaises et les sociétés ghanéennes. Alors, nous avons donc sur cet atelier un programme chargé. Donc, comme vous l'avez compris, nous allons aborder plusieurs points. Bien sûr, l'environnement d'affaires, la qualité de l'environnement d'affaires ghanéen, les réformes qui ont été mises en place au Ghana pour en faire une terre d'investissement particulièrement attractive en Afrique de l'Ouest. On s'appuiera bien sûr sur des exemples concrets d'entreprises françaises, étrangères, qui ont décidé d'investir et de se développer au Ghana, quelles ont été leurs best practices, quelles ont été leurs worst practices, et bien sûr sur quelles structures et mécanismes de soutien elles ont pu s'appuyer. Programme chargé, John, Armel, Olivier, et sans plus attendre, Armel, j'aimerais vous poser cette question un peu ouverte. Finalement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui du Ghana une terre particulièrement attractive pour les investissements, pour les sociétés étrangères en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup Yves. Je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir à tous. Donc effectivement, comme Yves le disait, le Ghana est vraiment aujourd'hui une terre d'opportunité, une destination de choix pour les entreprises, pour plusieurs raisons, aussi bien politiques, économiques et sociales. Je vais commencer par le politique. D'abord, il faut savoir que le Ghana est une démocratie extrêmement stable qui, depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90, le Ghana n'a connu que des alternances démocratiques et pacifiques. Donc il fait vraiment office d'exemple dans la région. Et c'est vrai que pour une entreprise, se dire qu'on n'aura pas arrêté son activité abruptement au bout de 2 ans, c'est tout de suite beaucoup rassurant. Donc première chose. On a aussi une population qui est très jeune, dynamique. On a eu un recensement récemment et sur 31 millions d'habitants, on a 37% quand même de la population qui a moins de 15 ans, ce qui n'est pas négligeable. Une population jeune, éduquée, qui a de plus en plus un plus grand pouvoir d'achat puisque la classe moyenne grandit. Et donc on a vraiment ce contexte politique stable. Quand on regarde aussi le point de vue économique, on a 67... le Ghana est un pays qui a 67 milliards de dollars de PIB en 2019, ce qui en fait la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, mais devant la Côte d'Ivoire. Depuis 2017 aussi, le Ghana fait partie de la liste des 10 économies qui croissent le plus rapidement. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de négligeable. On a notamment une augmentation du taux de croissance de plus de 6 points entre 2015 et 2018. Et en 2020, malgré la crise de Covid qui a fortement impacté les cours du prix du pétrole ou du cacao, le Ghana termine l'année en positif avec un taux de croissance de 0,9% contre les 6,5% prévus. Mais voilà, c'est quand même positif. Et donc ça fait que tous ces indicateurs finalement incitent les entreprises à venir s'installer au Ghana. Le Ghana, c'est le 7e pays récipiendaire d'IDE, donc investissement direct étranger, avec un flux en 2019 de 2,3 milliards de dollars. Donc ce n'est pas négligeable. Donc on a vraiment un pays qui est très stable, avec une économie qui tient la route, avec des infrastructures qui sont des infrastructures de renom. On a l'aéroport international de Kotoka, on a des
des aéroports qui sont en rénovation, modernisation dans les villes secondaires, Tamale, Sunyani, Kumasi et j'en passe. On a un port de Tema qui a été rénové très récemment et qui est devenu aujourd'hui l'un des ports les mieux équipés et les plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a vraiment cette volonté gouvernementale de faire du Ghana un hub logistique d'Afrique de l'Ouest. Et donc effectivement, quand on voit tout ça et qu'on voit qu'on a des Danone, des L'Oréal, des Mac, des Google, des Pernod Ricard qui s'installent au Ghana, c'est rassurant. On a tous ces feux verts là et donc on se dit, ben voilà, finalement c'est une terre d'opportunité, une terre d'investissement. J'ai même oublié de mentionner ce que mon collègue développera très probablement tout à l'heure, tous les efforts qui sont faits en termes de digitalisation, qui sont notamment très très importants au Ghana, le e-commerce, le mobile money, qui font partie intégrante de la vie aujourd'hui au Ghana. Et puis on a aussi beaucoup de structures d'accompagnement locales qui encouragent en fait l'investissement. Je pense au GIPC, qui est le Ghana Investment Promotion Center, et qui a pour but vraiment d'accompagner les investisseurs, qui a un petit peu le rôle d'une chambre de commerce finalement, puisqu'il est obligatoire pour les entreprises étrangères de s'enregistrer auprès du GIPC et qu'une fois qu'ils sont inscrits, il y a vraiment ce service de suivi, d'accompagnement, de B2B matching. On les accompagne à rencontrer les autorités locales, puisque le GIPC, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une instance gouvernementale qui a été créée en 2013 et qui est aujourd'hui sous l'office du président. Donc il y a vraiment cet effort au niveau du gouvernement qui a été fait pour encourager les investissements au Ghana. Armel, je comprends que le GIPC est une porte d'entrée pour les investissements étrangers au Ghana. Est-ce qu'inversement, il promeut les investissements ghanéens à l'étranger ? Alors, je pense que M. Marcel est beaucoup plus qualifié pour répondre à cette question. Mais il faut savoir que le GIPC, l'objectif premier, il est régulé par le GIPC Act de 2013. Et l'objectif premier est vraiment d'assurer la promotion locale. Donc, la promotion du pays pour encourager l'investissement et booster l'emploi. C'est ça son mandat, le GIPC. D'accord, très bien. Il se concentre sur ça. Merci Armel pour ces éléments de cadrage assez édifiants. Pour contextualiser un peu, John, est-ce que vous auriez des exemples concrets de success stories d'entreprises étrangères françaises qui se sont développées au Ghana? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Ça fait déjà une trentaine d'années que j'ai investi en tant que fonds d'investissement. D'abord, j'avais commencé avec le capital risque et puis par la suite dans ce qu'on appelle le private equity. Et j'avais accompagné pas mal de entreprises à s'installer au Ghana. Et à titre personnel aussi, j'avais essayé beaucoup de travailler avec des entreprises françaises. Il y a plusieurs. Je pense que je vais d'abord parler de 3 secteurs. Il y a le secteur agricole, et puis il y a le secteur de la santé, et puis il y a tout ce qui est énergie et renouvelable. Et sur ces 3 secteurs, j'ai pu accompagner des entreprises dans le secteur agricole et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, aussi dans le secteur énergie renouvelable. Et d'ailleurs, là, demain, je vais à Onex pour rencontrer des gens sur place. Je pense qu'il y a, comme disait Amel tout à l'heure, il y a eu pas mal d'évolutions dans notre pays. D'abord, parlons de stabilité, parlons de redressement économique et aussi en parlant du fait qu'il y a eu beaucoup de changements en ce qui concerne la loi sur les entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient s'installer là-bas, c'est assez facile. Et comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal des entrepreneurs, des Ghanéens, des entrepreneurs jeunes qui cherchent à rentrer en partenariat avec des entreprises. Le Ghana est un pays de PME. Il faut être clair là-dessus. C'est un pays de PME. Et parmi, je sais pas, une soixantaine d'entreprises qui font partie de la Chambre, dont je suis administrateur aussi, il y a au moins une trentaine qui sont venus depuis ces 2 dernières années. Donc il y a pas mal d'exemples que je peux citer. D'accord.
Si je peux compléter ce que Maoli était en train de dire, effectivement, on a 70 entreprises françaises environ au Ghana aujourd'hui qui sont membres à la Chambre de commerce, je précise, et dont les grands noms comme Decathlon, je pense à Decathlon qui s'est installé récemment au Ghana et qui vient d'ouvrir une deuxième branche absolument fantastique en plein cœur d'Accra et qui fait partie de l'un des plus grands magasins de la ville actuellement. Donc on a vraiment ce type d'exemple-là de success story à la française installé au Ghana. Et Danone également qui a rapatrié ses activités de production de Togo, de Côte d'Ivoire vers le Ghana. Et en fait, ce qui s'est passé, Danone a donc acheté une boîte qui s'appelle Fan Milk, qui était implantée partout en Afrique de l'Ouest. Et c'était une belle opération. Absolument. Olivier, on comprend de cette introduction d'Armel, John, de ces premiers éléments de cadrage, de contexte, que le pays présente beaucoup d'atouts pour développer son business, pour les investissements étrangers. Finalement, quelles sont les réformes, les politiques gouvernementales qui ont été mises en œuvre pour développer cette qualité d'environnement business au Ghana? Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Olivier Martiel, donc je suis le chef du service économique à l'ambassade de France. Vous savez que dans beaucoup d'ambassades, nous avons un service économique, ce qu'on appelait autrefois les postes d'expansion économique. Et donc nous sommes chargés ici au Ghana, à Accra, d'être les relais donc, du gouvernement français auprès du gouvernement ghanéen et à l'inverse, de permettre à ce qu'il y ait ces échanges de manière fluente, ce que nous essayons de faire. Et donc nous suivons et nous informons le gouvernement français des réformes que met en place le gouvernement ghanéen justement pour faciliter ces échanges. Et je dois dire que l'une des premières modifications qu'a souhaité introduire le président Nana Akufo-Addo lors de son premier mandat, il y a 4 ans, ça a été la réforme du système bancaire. Et il s'agissait alors de retirer du marché un certain nombre d'établissements bancaires qui n'étaient pas sains. Alors John dit de manière assez réelle et assez vraie qu'il était obligé de le faire parce que ça a permis d'assainir le système bancaire et c'est ce qui a fait que le Ghana est sorti de la liste noire du GAFI et de la liste grise de l'Union européenne, et ce qui est aussi un très bon indicateur sur le climat des affaires et donc la capacité des entreprises étrangères à venir y compris françaises, à venir travailler au Ghana. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Le président Nana aussi souhaitait soutenir un certain nombre de secteurs dont il est particulièrement important de soutenir la contribution à l'économie, aux économies africaines, notamment avec sa politique One D, One Life, One District, One Factory. Il s'agissait d'essayer de mettre en place dans les districts, dans les régions, des industries qui soient des industries de transformation et qui fassent en sorte que le pays n'exporte pas uniquement ses matières premières, mais fasse une première transformation. Et ça, vous savez tous que c'est un peu la difficulté. Il faut arriver à lier des investissements locaux et étrangers pour avoir des transferts de technologie, construire des usines sur des sites dont on saura qu'ils peuvent être desservis par des infrastructures. Et justement, ça a été aussi un des points de développement du nouveau gouvernement, le soutien aux infrastructures avec 2021 Year of the Roads. Et donc, nous avons des entreprises françaises qui y sont venues soumissionner pour la réhabilitation des routes, preuve que c'était quelque chose soutenu par le gouvernement. Est-ce que les entreprises françaises sont particulièrement bien positionnées pour répondre à cet agenda en 10 points du gouvernement ghanéen, notamment dans le domaine des infrastructures, par rapport à des concurrents locaux, bien sûr, mais aussi des concurrents extérieurs? Alors, ce qu'on n'a pas dit, mais vous avez tous compris, c'est que le Ghana est un pays anglophone et donc nous ne sommes pas dans les pays francophones de la sous-région et pas dans le précaré français. Et bien évidemment, il y a une compétition pure et parfaite avec des grands noms du monde entier, britanniques, allemands, américains, mais maintenant aussi turcs et chinois. Et donc, il y a bien évidemment des Français qui viennent et qui s'intéressent, mais des Européens en général. Et notre travail, c'est de soutenir les Français, bien évidemment. Mais ils remportent des appels d'offres, ils en perdent. On remporte des choses très intéressantes, mais la compétition est forte. Je peux simplement ajouter à ce que disait Olivier. Évidemment, il faut focaliser sur le secteur de l'infrastructure. Mais comme je disais encore, il y a le secteur de PME. Et c'est là où véritablement on a un défi parce qu'avec le chômage, il faut trouver des moyens
de créer de l'emploi pour les jeunes. Et c'est là où vraiment moi j'attends à ce que des entreprises, des PME en France aussi viennent avec une sorte de partenariat avec des Ghanéens pour créer de l'emploi. Ça, c'est très important. John, vous parlez de la problématique du chômage et donc, in fine, de la réalité du terrain au Ghana. Ah oui, absolument. Absolument. Est-ce qu'on peut essayer de développer un peu là-dessus? Qu'est-ce qui, concrètement, dans la réalité du terrain ghanéen, peut constituer un obstacle pour une société française qui souhaite s'y développer? D'abord, il y a eu, pour mettre ce sujet en contexte, d'abord, il y a eu l'évolution de plusieurs universités au Ghana, qui a fait en sorte qu'il y a pas mal de jeunes qui sortent d'université, mais qui sont dotés de diplômes, mais pas de formation pratique, voilà, qui correspond à ce qu'on a besoin. Et moi, par exemple, souvent, on doit embaucher des gens et on trouve que ce sont des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas véritablement la capacité. Voilà. Et c'est ça la difficulté des fois. C'est ça la difficulté. Et moi, je suis en train d'essayer d'encourager des centres des excellences où on forme des jeunes dans certains métiers pour qu'ils puissent au moins bénéficier de l'économie, l'avancement de l'économie. Très clair. Et finalement, quand on est une société française, qu'on décide de se développer au Ghana, d'y développer ses activités, quelles sont les pires choses à faire, à éviter absolument, et quels sont les meilleurs réflexes en opposition à avoir? Je pense d'abord qu'il serait impératif que vous ayez un partenaire local qui est assez solide et qui connaît bien le terrain, ça c'est important, et que vous faites des choses correctement, ça c'est la deuxième chose. Ce sont les deux choses en fait, je dirais. Mais sinon, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de changements dans la loi en ce qui concerne la création des entreprises et puis avec l'assainissement du secteur bancaire et le secteur d'assurance aussi. Il y a déjà la capacité de s'installer facilement. D'ailleurs, j'ajoute, parce que Maoli parlait du partenariat avec un partenaire local fiable, c'est vrai que le gouvernement fait aussi plein d'efforts pour encourager justement ce type de partenariat. J'ai évoqué le GIPC tout à l'heure, le Ghana Investment Promotion Center. Et vous savez qu'en tant qu'entreprise étrangère, quand on arrive, il faut investir en capital d'entrée. Donc quand l'entreprise est entièrement étrangère, il faut investir 500 000 $. Mais quand on a un partenariat avec un partenaire ghanéen qui détient au moins 10% des parts de l'entreprise, on passe à 200 000 $. Donc vraiment, il y a vraiment cet effort de la part du gouvernement qui est fait pour encourager finalement le local skill building, donc capacité, renforcement local des capacités, formation professionnelle, voilà. Et donc, il y a vraiment cet effort qui est fait. Et c'est vrai que je pense que c'est fondamental parce qu'il y a une culture des affaires qui est différente. Quand on vient en tant qu'entreprise étrangère, entreprise française en particulier, l'Afrique francophone n'est pas l'Afrique anglophone. Et on a tendance à négliger ce facteur culturel qui est fondamental. Et donc, c'est très important, avant d'arriver, qu'on ait ce type de partenariat, qu'on ait quelqu'un qui parle et qui puisse nous conseiller, qu'on ait un bon cabinet d'avocats, surtout, qui puisse nous aiguiller sur les pratiques locales. On n'a pas le même système de loi. Donc ça aussi, c'est important. Et il y a des entreprises françaises qui se sont retrouvées bien embêtées parce qu'elles ne se sont pas entourées des bonnes personnes au départ. Elles n'ont pas fait appel à des cabinets locaux qui ont vraiment cette compréhension profonde de comment le système des affaires fonctionne. Et elles se retrouvent, à cause d'erreurs vraiment bêtes, on peut dire que c'est des erreurs bêtes, à devoir des millions d'euros à la GRA, donc la Ghana Revenue Authority, les taxes. Et c'est compliqué. Donc il y a vraiment cet élément fondamental de partenariat, je pense qu'il faut mettre en avant. Je peux ajouter aussi à ce qu'elle dit, puisque j'ai eu à travailler dans des pays francophones aussi, en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région. Pour les entreprises françaises, souvent en Afrique francophone, ils ont tendance à traiter directement avec les chefs d'État. Alors qu'ici au Ghana, ce n'est pas pareil. Il faut savoir comment bien naviguer le système, parce que c'est pas forcément, ayant vu le président, que le marché est gagné. Voilà. Oui, et puis moi j'ajouterais que la première démarche, comme tu l'as dit, c'est d'aller voir le GIPC si on veut enregistrer une structure permanente et pérenne au Ghana. Mais la première chose à faire pour moi, c'est de venir voir Armel, la Chambre de commerce France-Ghana, qui est représentante de Business France
au Ghana, puisque nous n'avons pas de bureau formel de Business France à Accra, et elle porte le lourd fardeau de représenter Business France, et elle est point de contact de BPI France, et elle fait partie de la Team France Export, et c'est un point de contact à mon sens indispensable, puisqu'elle va vous orienter vers les entreprises ghanéennes qui seront vos points d'appui pour développer votre installation et un réseau de contacts, mais aussi vers les entreprises françaises de votre secteur qui pourront vous permettre de faire des échanges et des retours d'expérience. Et ça, c'est aussi important de s'appuyer sur les collègues et sur les compatriotes. Autrefois, on appelait ça chasser en meute, mais c'était une autre politique d'un autre gouvernement. Olivier, au-delà de, bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie, le service économique, comment est structuré le dispositif de soutien vers l'exportation, vers le Ghana français? Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de BPI France. BPI France, vous savez, c'est la banque de soutien aux exportations des entreprises françaises, c'est-à-dire c'est la French Exim Bank, Export Import Bank. Et donc, BPI France garantit les crédits à l'exportation lors de contrats que des entreprises françaises mettent en place dans le pays, en l'occurrence au Ghana. Et donc, elles nous demandent à nous, services économiques, un avis, legal opinion, economic opinion, political opinion, qui conforte la position de la banque pour prendre ces contrats garantis et assurer donc que le client, en l'occurrence l'entreprise ghanéenne, bénéficie à la fois d'une prestation, d'un service ou d'une vente de biens et du financement associé. Et au quotidien, pour le quotidien des affaires, les entreprises françaises comprennent que c'est un bon outil de soutien à l'exportation, même s'il y a bien des banques privées qui proposent aussi ce service. Il y a bien évidemment, comme je l'ai dit, en outil de support pour la partie commerciale, la Chambre de commerce qui est habilitée par Business France comme étant représentant et opérateur de tous les outils traditionnels de soutien commercial à l'exportation, à savoir études de marché, réservation, organisation de mission, tout le travail quotidien d'Armel et de son équipe, et qui permettent aux entreprises françaises d'avoir un point de contact et de ne pas être tout seuls lorsqu'ils arrivent au Ghana au quotidien. Et ça, c'est très important avec, bien évidemment, l'organisation aussi de conférences, ce type de manifestation en plus petit, et que c'est très bien faire Armel. Et puis, in fine, j'allais dire pour les coups durs, eh ben, il y a l'ambassade et les services économiques. Lorsqu'il s'agit de traiter de dossiers qui nécessitent une intervention à haut niveau, eh bien on saisit l'ambassadeur et on essaye de faire ce qu'il faut pour. Olivier, merci pour cette présentation de nos activités également, BPI France. J'ajoute qu'en plus, au-delà de l'activité de garantie, BPI France mène une activité de financement sous la forme du crédit export et est en mesure de financer les achats de biens et de prestations de services par des institutions publiques ou des sociétés publiques et privées ghanéennes, dès lors qu'elles se fournissent en biens ou en prestations de services en France. Donc sous la forme du crédit export à partir d'1 million d'euros. Question que j'aimerais vous poser. Dans le temps, c'était Coface qui faisait ça. Et il y avait ce qu'on appelle le crédit fournisseur et puis crédit acheteur. Vous faites toujours la même chose? Absolument. Absolument. Crédit acheteur, généralement à partir de 5 millions d'euros. Et rachat de crédit fournisseur en dessous. Absolument. Tout à fait. Donc, merci pour cette présentation, Olivier, du dispositif français de soutien à l'export vers le Ghana. Je reviens peut-être un petit peu sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises françaises dans l'écosystème ghanéen. On a parlé de la réalité du terrain. Est-ce qu'elles peuvent, au-delà de la problématique de la main-d'œuvre que vous avez abordée, John, est-ce que ces sociétés elles peuvent se heurter également à des problématiques d'ordre plus bureaucratique ou de financement en local sur le marché ghanéen? Écoutez, moi je vais vous dire la vérité. On n'est pas encore sorti carrément de l'auberge. Hein. On a toujours des problèmes et
lorsque je parle de problème, je parle de la politique des fois qui est menée par le gouvernement, parce qu'il y a certaines incohérences qui est évident. Hein, parce que des fois, on nous parle de la nécessité d'attirer des investisseurs, mais en même temps, on parle de contenu local. Et des fois, il y a un clash qui n'est pas évident. Et je pense que souvent, il y a des entreprises qui arrivent et puis se perdent dans ce cafouillage, si vous voulez. Si je peux compléter ce que Maoli disait, c'est vrai que en termes, il y a cette opposition entre le local content, contenu local, et toutes les démarches qui sont mises pour encourager l'investissement. Je parlais tout à l'heure du capital à l'entrée qui est de 500 000 $ pour les entreprises entièrement étrangères et 200 000 $ si un partenariat avec Ghanéen. Ça, déjà, ça pose problème à pas mal d'entreprises françaises qui n'ont pas forcément les fonds pour venir. Il faut savoir que ça monte à 1 million de $ quand on est en société trading. Donc les sociétés de trading doivent avoir 1 million de $ prêts avant d'arriver au Ghana. Donc ça, c'est un problème. Aussi, il y a pas mal de difficultés. En fait, nos entreprises rencontrent pas mal de difficultés en termes de taxes parce que le reproche qui est un petit peu fait, c'est qu'il y a beaucoup de marchés informels, effectivement. Donc du coup, le taxpayer cap, donc le public sur lequel on se concentre, est assez restreint. Donc du coup, c'est vrai que les grands groupes, les Total, les Bolloré, etc., font l'effet d'une concentration au niveau des services financiers de l'État. Et donc, ils subissent des fréquents et multiples audits sur les mêmes périodes. Donc, bon, évidemment, ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est des ressources, c'est des gens qu'on mobilise pendant des semaines et des semaines pour répondre aux questions des auditeurs et pour être accompagnés. Donc ça, c'est un petit peu un problème en termes de taxes, en termes de transparence, et puis des fois aussi en termes de pédagogie. On a été informé le 12 mars, lors de la lecture du budget, qu'une nouvelle taxe de 1%, la Covid tax, qui sert à rembourser tous ce qu'on a appelé les cadeaux que l'État ghanéen a mis en place au moment du Covid, donc électricité eau gratuite notamment. Et donc on a eu cette nouvelle taxe qui a été introduite pendant le discours, le 12 mars, et on a dit à partir du 1er avril, la taxe doit être appliquée. Donc tout le monde a été un petit peu pris de court. Même les papiers officiels n'avaient pas le 1% puisque, de taxes ajoutées. Donc des fois, il y a un manque de pédagogie qui est reproché en fait aux autorités parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Donc voilà, donc je voulais mentionner ça également. Merci Armelle. Je vois qu'il nous reste moins de 3 minutes. Je vous propose qu'on procède à quelques questions du public. Si vous en avez, profitez-en. Monsieur ? C'est juste pour un éclaircissement. Les 200 000, 500 000 ou 1 million dont vous parlez, c'est une taxe, donc c'est perdu pour l'entreprise. Enfin, non, c'est lorsque vous arrivez et donc vous souhaitez installer une agence ou une structure pérenne au Ghana, vous allez voir le GIPC, Ghana Investment Promotion Center, et donc vous êtes en obligation de prouver que vous allez investir cette somme qui est un peu le ticket d'entrée. Et Armelle parlait du fait que c'était rédhibitoire, notamment pour certaines PME qui ne sont pas en mesure de mobiliser ex abrupto ce type de montant et de faire cet emprunt. Ils n'avaient pas projeté de s'installer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est même contre-productif pour le Ghana, puisqu'on voit des PME françaises qui ont développé une compétence ou des produits sur le Togo ou sur la Côte d'Ivoire et qui, depuis leur agence du Togo ou de Côte d'Ivoire, opèrent au Ghana sans avoir ne serait-ce qu'un agent sur place. Et donc, on voit même à terme qu'avec la zone de libre-échange du continent africain, lorsqu'il n'y aura plus de frontières, ce type de réglementation est rédhibitoire et ne devra pas être maintenu parce que, évidemment, que les entreprises éviteront les pays où il y aura ce type de réglementation. Je dois quand même répondre aussi en disant que c'est pas seulement, en fait, c'est pas en cash, nécessairement en cash, mais ça peut être en équipement. Donc venez avec des équipements qui correspondent au montant et ça ira. Madame. Bonjour, merci pour toutes les précisions que vous avez apportées. Moi, ma question, c'était sur les investissements ces dernières années au Ghana. C'était dans quel secteur ? On va peut-être prendre une première réponse et après votre question. Très bien.
Je pense qu'il y a eu déjà ce problème dans le secteur d'infrastructure. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'infrastructure. Donc, des hôpitaux, des aéroports, des ports. Vraiment, ils ont essayé. Et des routes aussi. Des routes. Donc, ce sont des secteurs qui ont été ciblés par ce gouvernement. Monsieur? Oui, j'ai deux questions, une pour Armel et pour John. La première pour Armel, c'est quand on a le ticket d'entrée de 500 000, est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement pour démarrer, en tout cas, et s'adapter à la culture et toutes pas les difficultés, mais tout ce qui va avec l'environnement. Et pour John, en tant que personne résidente hors du Ghana, est-il possible d'investir en tant qu'actionnaire dans une société ghanéenne? Alors oui, je commence avec la première question. Comme je disais, le GIPC, justement, c'est vraiment une structure qui a un petit peu le rôle des chambres de commerce. Donc c'est une structure d'accompagnement. Donc une fois qu'on arrive avec le cash, on s'enregistre, OK. Et là, il y a vraiment un soutien qui est mis en place. C'est-à-dire que le GIPC est là pour répondre aux questions concernant les taxes. Il y a des rencontres qui sont systématiquement organisées. Tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle le live Instagram où les gens peuvent poser directement des questions au GIPC et on leur répond. On facilite les introductions avec les autorités publiques. Il y a du B2B matching qui est fait. Donc vraiment, il y a cette structure-là. Et puis, le GIPC n'est pas tout seul. On a mentionné, c'est vrai, la chambre de commerce. Donc, je prêche pour ma paroisse, oui. Mais ce n'est pas seulement la chambre de commerce française qui existe. Il y a pas mal de chambres de commerce. On a UK qui est présent. On a Canada, America, Germany. Là, on a beaucoup de structures locales qui sont en place. On a les conseils du commerce extérieur. Il y a vraiment un tas de petites structures. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, il faut se rapprocher d'elles pour pouvoir être accompagné. Mais le GIPC fait aussi ce rôle-là très, très bien. Alors, pour répondre à votre question, la réponse est oui. C'est tout à fait possible d'investir, soit en bourse ou bien à travers des entreprises privées. Ça, c'est tout à fait possible. Et merci à tous. Nous avons passé le temps qui nous était imparti. On peut continuer la discussion juste après. Un grand merci, John, Armel, Olivier, pour vos présentations, cet échange très intéressant. Au plaisir de vous revoir très vite au Ghana ou ailleurs. Merci Yves.